7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Aujourd'hui et demain, Vilnius, capitale de la Lituanie, accueille et accueillera le sommet de l'OTAN, un sommet jugé historique qui se tient dans le cadre d'une guerre en Europe et place en son cœur l'enjeu de l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation transatlantique. Pour comprendre ces enjeux, pour analyser l'importance de cette rencontre, je reçois ce matin dans les matins d'été 3 invités. Alexandra de Hoopscheffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior vice-présidente pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund of the United States. À vos côtés, Jean-Paul Paloméros, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Et enfin, Gérard Araud, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France aux Nations Unies et aux États-Unis, l'auteur de Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939. C'est paru en 2023 aux éditions Talendier. Et pour commencer, Jean-Paul Paloméros, je voudrais peut-être terminer avec le suspense. Est-ce que l'Ukraine devrait ou non intégrer l'OTAN ? Pas maintenant. On peut commencer comme ça. Il y a évidemment des tractations diplomatiques sont en train d'aboutir, comme c'est le cas habituellement dans les sommets de l'OTAN. Il n'y a pas de suspense. La voie va être tracée, mais il n'y aura pas d'espoir vain, en quelque sorte. On ne va pas répéter les erreurs du passé. En 2008, on avait pensé que il pouvait y avoir une accession rapide, mais elle ne s'est absolument pas faite. Les conditions n'étaient pas remplies. Donc je crois que... Et M. Biden a été très clair dans la matière. Il n'a pas laissé le moindre doute. Oui pour une vision, oui pour un espoir de l'Ukraine. À terme, une Ukraine souveraine qui rejoindrait l'OTAN. Et en fait, le but, c'est de préparer cette accession de manière à ce que le jour où les conditions seront réunies, l'Ukraine puisse rejoindre rapidement, comme la Finlande et la Suède, l'Alliance, mais certainement pas dans les conditions actuelles. En 2008, il faut rappeler le contexte, c'était la France et l'Allemagne qui poussaient pour que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, alors que les États-Unis étaient pour cette idée. Gérard Araud, est-ce que c'était même crédible de penser qu'en temps de guerre en Europe, l'Ukraine pouvait même intégrer l'OTAN, alors que cela aurait déclenché d'une façon mécanique l'article 5 et donc aurait fait entrer l'ensemble des pays de l'OTAN dans la guerre? Non, c'était pas le débat. Le président Zelensky lui-même savait très bien que l'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN. C'était pas le sujet. Le sujet était de dire après la guerre, c'était ça, et c'est ça la division entre alliés. Après la guerre, est-ce que l'on dit que l'Ukraine entrera automatiquement dans l'OTAN, ou est-ce qu'il y aura ensuite de nouveau un débat sur cette question après la guerre? Les alliés sont profondément divisés, mais naturellement, comme dans chaque sommet où il y a des divisions, ce sera en réalité, on arrivera et tout le monde dira à quel point on est unis, ça sera une grande messe atlantique. Donc on règle ça en ce moment à la baston, dans les négociations entre diplomates. Moi j'ai négocié 15 communiqués de l'OTAN, donc je sais ce que c'est, on dort pas beaucoup. On essaye de trouver la bonne formulation, assez ambiguë, de telle sorte qu'ensuite, à la sortie, l'Américain dira j'ai gagné, l'Estonienne dira j'ai gagné. Voilà. Mais la réalité, c'est la division profonde entre les alliés et le fait que c'est évidemment les Américains qui vont l'emporter et que donc il n'y aura pas d'automaticité d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN après une fin hypothétique de la guerre. Alexandra de Hoopscheffer, c'est évidemment les Américains qui vont l'emporter, c'est eux qui prendront la décision finale? Bien sûr, si le président Biden dit très clairement, d'ailleurs, appuyé par son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, il y a encore quelques jours, c'est-à-dire à la veille de ce sommet, que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN à l'issue de ce sommet, eh bien, tout le monde devra s'aligner derrière la position américaine. Mais effectivement, ce qui, moi, me perturbe quand même, et je trouve que c'est très regrettable de la part de Biden d'avoir dit les choses de cette façon-là, c'est qu'il crée ou il renforce les divergences, la désunion de manière extrêmement publique. C'est quand même extrêmement regrettable parce que justement l'objectif de ce sommet, plus de 1 an et demi après le début de la guerre, c'était de montrer une unité même si elle est fragile. Et puis surtout, ça déforme complètement le débat puisqu'on n'a pas du tout parlé d'une intégration de l'Ukraine dans l'immédiat, mais de donner une perspective, de rendre la perspective de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN beaucoup plus crédible. Envoyer un signal ? Et en fait, ce qu'attend Kiev... Effectivement, Zelensky n'a jamais demandé l'intégration de l'Ukraine immédiate. Il sait très bien qu'il est en pleine guerre, il est au début de cette contre-offensive, donc le timing n'est pas là. Ce qu'il demande, c'est un engagement
politique de la part des alliés, c'est-à-dire d'ouvrir la voie, de rendre cette perspective d'intégration beaucoup plus crédible qu'elle ne l'a été finalement au sommet de Bucarest de 2008. Et c'est vraiment ça les attentes en fait. Et donc de la part du président américain de dire les choses de cette manière-là, pour moi, est extrêmement malvenu finalement. Jean-Paul Paloméros, comment comprendre aujourd'hui la position américaine? Comment comprendre les mots de Joe Biden qui semblent écarter pour l'instant l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN? Je trouve que le président Biden, d'une manière assez générale, est assez prudent finalement. Les États-Unis fournissent ce qu'il faut à l'Ukraine pour qu'elle puisse se battre, et sans les États-Unis, l'Ukraine ne serait pas là où elle en est aujourd'hui, soyons clairs. Mais n'empêche que, il y a des réticences pour livrer un certain type d'armes, ce qui est quand même pas une marque de confiance, quelque part, en particulier les armes de longue portée. On voit effectivement cette attitude qui est quand même, je rejoins Alexandra, c'est ambigu. C'est ambigu, mais je pense peut-être que les Américains vont modifier un petit peu quand même là. Et ils peuvent pas rester, me semble-t-il, sur cette position. Et puis, leurs préoccupations, on le sent bien, la tête et le cœur ne sont pas à cette guerre-là. Ils sont de l'autre côté. On se retrouve un peu dans cette situation qu'on avait à la fin, au début de la guerre froide, où Eisenhower a été pris, premier commandant suprême de l'OTAN, a été pris entre la défense, si vous voulez, de la ligne à l'Est avec la pression de Staline, et puis la guerre de Corée, qui était pour eux encore peut-être plus grave finalement. Et il a fallu essayer de trouver le juste équilibre. Et c'est là que les Européens, d'ailleurs, ce qui a permis à l'Allemagne de se réarmer par ailleurs, c'était pas neutre. On a l'impression qu'on vit un peu cette période, toute proportion gardée, et que les Américains ont vraiment les yeux rivés sur l'Asie, rivés sur la Chine, et que s'ils pouvaient se sortir de ce conflit à peu près dans de bonnes conditions, en établissant un nouvel équilibre avec la Russie, je crois qu'ils seraient assez heureux de ce dénouement. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, les divisions sont fortes également. On a parlé d'un revirement, Gérard Araud, de la position française. Emmanuel Macron soutient désormais l'intégration à moyen terme de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Comment comprendre ce revirement, et est-ce qu'il s'agit effectivement d'un revirement selon vous? Si vous me permettez, avant même de répondre à votre question, je veux continuer sur ce qu'a dit très justement le général Paloméros. Vous savez, dans une négociation, il y a souvent, on se bat sur un point A, et donc là, c'est la question de l'Ukraine, de l'admission de l'Ukraine à l'OTAN, sous quelles conditions. Mais en réalité, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que les Américains veulent négocier avec les Russes. Et pour négocier avec les Russes, ils ne veulent pas que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit automatique. Qu'est-ce qu'ils veulent négocier? Mais ils veulent mettre la fin à la guerre. C'est quand même quelque chose d'étonnant. J'arrive des États-Unis où j'ai passé 4-5 semaines. Je peux vous dire que aux États-Unis, le ton est très différent du ton des débats en France ou en Europe. Les Américains ne croient pas en la victoire totale de l'Ukraine. Ils n'y croient pas. Le chef d'état-major américain l'a dit 2 fois. Et l'administration le répète, les Américains voudraient pouvoir négocier avec les Russes. Vous le savez peut-être, ils ont envoyé rencontrer des Russes, des dirigeants de think tanks, mais en réalité, ce sont des gens qui sont très proches de l'establishment politique. Vraiment, Richard Haass et Charles Kupchan sont des anciens des administrations qui ne sont pas allés rencontrer les Russes sans l'accord de l'administration et sans après avoir fait rapport. Comme le disait très justement le général Paloméros, pour les Américains, le sujet, c'est la Chine. Cette guerre est une distraction, si j'ose dire au sens fort du mot distraction, par rapport à leur vrai sujet. Et donc, au fond, le fantôme qui erre dans les couloirs de Vilnius, c'est négocier avec les Russes. Ce qui, évidemment, pour une grande partie des alliés, est totalement inaudible. Alors une grande partie des alliés, justement, parmi eux, il y a la France, et on a évoqué ce revirement. Non, la France n'est pas... La France... Alors là, la France reste un allié des États-Unis avec les Russes. Oui. La négociation avec les Russes, je ne pense pas que si on arrive à ce point-là, la France s'y oppose. Mais là, les Américains ont derrière eux, en tout cas les Allemands, très clairement, un certain nombre de pays d'Europe du Sud. Et puis d'autres, parce que évidemment, il n'y a que nos amis polonais, les pays de l'Est qui parlent fort, les autres ne vont pas se parler contre eux, mais demander aux Grecs, aux Autrichiens, aux Espagnols, aux Italiens, aux Belges, ce qu'ils en pensent, et aux Allemands. Et donc eux, voilà, l'idée d'une négociation, pourquoi pas. Donc ça c'est, en ce qui concerne la France, c'est vrai, la France, le président de la République a
changé de position sur le thème de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, mais il n'a pas rejoint le camp, si j'ose dire, des durs qui disent il faut qu'en gros on dise l'Ukraine rentrera dans l'OTAN. Il a dit ce sera un élément positif, et d'une certaine manière il s'est d'ailleurs placé du coup la France en une sorte de position un peu médiane entre ceux qui veulent tout de suite l'Ukraine dans l'OTAN et ceux qui derrière disent non, surtout pas. Donc, on négocie en ce moment, comme jeu entre les capitales, on négocie à Bruxelles, on va négocier dans l'avion vers Vilnius, et donc peut-être que, de certains points de vue, la France peut apparaître comme la médiatrice dans ce débat. Alexandra De Hoop-Scheffer, comment vous comprenez-vous cette position française ? Il y a vraiment eu une bascule qui s'est étalée sur 4-5 semaines, et pour moi, en fait, elle vise aussi sans doute à reprendre la main sur le dossier du pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire la question de savoir qui va prendre le leadership au niveau européen sur l'Europe de la défense. Et c'est là où le franco-allemand joue énormément aussi, puisque l'Allemagne, en fait, avait pris une certaine longueur d'avance avec son projet de bouclier antimissile. La France, en fait, répond beaucoup à l'Allemagne en ce moment. Et donc, c'est aussi dans ce contexte-là qu'elle se repositionne, et elle se repositionne aussi par rapport à nos partenaires de l'Est et de l'Europe centrale. Et le discours pivot de Macron, ça a vraiment été son discours à Bratislava. Et d'ailleurs, nous avons un bureau à Varsovie. Mon collègue polonais me demande régulièrement, est-ce que ce virage français est véritablement sincère et va durer, ou est-ce que c'est juste un saut d'humeur ? Moi, je crois sincèrement que c'est un virage très sincère et qui va durer. Mais typiquement, l'Allemagne a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait déployer 4000 soldats en Lituanie pour de manière permanente. Donc on voit quand même qu'il y a une volonté côté Paris et Berlin aussi de s'afficher un peu comme le leader dans cette construction du pilier européen de l'OTAN. Et la France a aussi envie effectivement de se positionner un peu comme la puissance pivot qui est capable en fait d'affirmer une position qui soit au milieu, c'est-à-dire ni trop excessive, ni évacuant la perspective de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, mais en proposant quelque chose qui permettrait en fait d'amener un consensus au sein de l'Alliance Atlantique. Pour moi, sur la question de l'intégration, et je terminerai là-dessus, le vrai test, en fait, ce sera une fois le conflit terminé, s'il se termine un jour. C'est-à-dire, est-ce que à ce moment-là, il y aura une unité au sein de l'OTAN qui sera véritablement dans le sens de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN ou pas. C'est là où véritablement on verra s'il y a une unité au sein de l'Alliance. Et ça me paraît être beaucoup plus compliqué que le débat que nous avons aujourd'hui. Jean-Paul Paloméros, vous êtes d'accord avec cette idée au fondement même de la position française, la nouvelle position française, il y a la volonté de forger un consensus ? D'être intercesseur dans ce rapport de pouvoir ? Oui, la France, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Alexandra. La France cherche sa place. On sent bien qu'il y a un équilibre à trouver. D'un autre côté, elle voit aussi cette OTAN se renforcer, donc en termes organiques, avec des plans qui sont c'est le premier plan de cette nature, de cette envergure qu'on voit depuis la fin de la guerre froide. Et on parle quand même de 300 000 hommes mobilisables en 30 jours. On a 3 axes, l'axe nord, l'axe est et l'axe sud. Et je pense que la France est toujours intéressée pour jouer un rôle central dans la mesure où elle sait très bien que l'axe sud, ça l'intéresse beaucoup. Et c'est pas la seule, c'est pas celui dont on parle aujourd'hui. Et pourtant, on peut penser que c'est quand même un axe sur lequel il va se passer des choses dans les années à venir. Donc, il faut absolument que, d'abord, la France, je crois, aujourd'hui, elle a vraiment repris toute sa place au sein de l'Alliance Atlantique. Ça, c'est une marque et c'est indiscutable. Et non seulement par les postes qu'elle occupe, mais par sa position. Donc, elle a sans doute compris qu'elle pouvait influer sur cette alliance atlantique et elle a cessé de jouer un petit peu en retrait et d'être en contre, alors qu'en fait, elle a tous les atouts. C'est quand même pratiquement la deuxième puissance militaire de l'alliance atlantique. Donc, il faut en jouer, si vous voulez. Et si elle veut, et je crois que c'est naturel, développer quelque chose qui ressemble au pilier européen, c'est le moment ou jamais, il faut qu'elle tienne ce rôle et qu'elle
qu'elle soit pas suspecte de vouloir torpiller, entre guillemets, l'alliance. Donc, oui, elle joue sa carte. Maintenant, elle joue sa carte avec les moyens qu'elle a. Les Allemands mettent beaucoup sur la table, en particulier en termes financiers. On verra, mais le couple franco-allemand ne peut pas se déchirer sur ce sujet. Enfin, ça serait catastrophique. Donc, il va falloir trouver moyen de leur accommoder. Il y a des projets, j'espère qu'ils iront à bout. Et c'est ça qui peut porter, en fait, l'Europe de la défense. Gérard Araud, vous nous avez expliqué tout à l'heure que le président ukrainien n'attendait pas effectivement une intégration de son pays à l'OTAN. Qu'est-ce que Volodymyr Zelensky espère et attend de ce sommet selon vous? On parle beaucoup de garanties de sécurité. Est-ce que c'est ce qu'il recherche? Vous avez tout à fait raison. Alors d'abord, il espère avoir vous savez, un sommet, c'est un communiqué final qui est, comme je l'ai dit, qui est en train d'être négocié. Qui est laborieusement construit. Laborieusement construit. J'ai passé pas mal de nuits à négocier ces communiqués, à négocier ligne par ligne, et le lendemain, tout le monde avait oublié ce qu'il y avait dans le texte. Mais c'est un petit peu ça le folklore. Donc, quelle sera la phrase? Il y aura un paragraphe consacré à la relation entre l'OTAN et l'Ukraine. Quelle sera la phrase? La phrase sera les alliés accueilleront l'Ukraine dans l'OTAN. Ça, c'est ce qu'espère Zelensky. Et ensuite, il faudra rajouter, alors les uns vont rajouter si les conditions sont remplies, si nécessaire, si possible. Vous savez, on a faites confiance à tous les diplomates pour avoir ce qu'on appelle l'ambiguïté constructive. Et à la sortie, Biden dira j'ai obtenu ce que j'ai voulu, et l'Ukrainien aussi. Hein. Tout le monde va être content. Et on connaît le rapport des diplomates au langage complexe. Oui. Exactement. Et donc ne craignons pas qu'il y ait vraiment. Moi, pour revenir aussi sur ce que vous disiez sur la défense européenne, la position de la France aujourd'hui, c'est un petit peu, il faut bien dire, par défaut, si j'ose dire. C'est-à-dire que le président de la République déclarait il y a 2 ans que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Or, aujourd'hui, grâce à Vladimirovitch Poutine, c'est l'inverse. Poutine a sauvé l'OTAN. Poutine a donné à l'OTAN une nouvelle jeunesse, une nouvelle raison d'être. Et aujourd'hui, l'idée d'une défense européenne au sein de l'Union européenne, il faut bien dire, c'est elle qui est en état de mort cérébrale. Parce que tous nos alliés nous disent, non mais arrêtez, soyons sérieux, nous avons une menace, c'est la Russie, et nous avons une organisation qui est capable de nous défendre, l'OTAN. Et quand ils disent l'OTAN, c'est les États-Unis. Donc aujourd'hui, parler de défense européenne, c'est totalement inaudible. Et donc je pense que c'est aussi une des raisons de l'évolution de la position française, c'est le réalisme du président de la République. Au lieu de continuer, comme sans doute le Quai d'Orsay aurait eu tendance à faire, à crier, à sauter comme un cabri, défense européenne, il dit il tire la leçon de la réalité, il dit si on fait entre guillemets une défense européenne, ce sera dans le cadre de l'OTAN. Je vous coupe juste là-dessus, Gérard Araud, ce que vous dites, est-ce que c'est qu'au fond l'OTAN reste toujours le moyen d'accéder à la défense américaine et au parapluie américain? Ah, totalement. Et c'est ça, au fond, la différence fondamentale entre la France et tous ses alliés. Moi, pendant 20 ans, on m'a demandé de travailler sur la défense européenne. C'est le fait que pour tous nos alliés, sans exception, l'OTAN est existentielle. La garantie américaine est existentielle. Pour tous nos alliés, tous nos Européens, tous nos partenaires européens, ils ont une conception de leur sécurité qui est euro-atlantique. Voyez? Et donc, lorsque par exemple j'entends souvent les gens dire les Allemands ont 100 milliards d'euros à dépenser pour leurs armes et ils vont acheter des armes américaines, mais pour eux c'est normal, c'est naturel, parce que ça fait partie de cette orbe euro-atlantique, voyez? Et donc là, pour la diplomatie française s'adaptant à la réalité, à bon gré, mal gré, essaye de dire, à l'intérieur de l'OTAN, d'ailleurs, ce qui était d'ailleurs une idée de Jacques Chirac il y a 20 ans, essayons de faire un pilier européen de défense européenne. Alexandra Daubscheffer, vous souhaitiez réagir? Oui, non, par rapport en fait aux attentes ukrainiennes et à ce qui est en train d'être négocié entre les alliés, en fait, ce sommet, c'est vraiment pour moi l'articulation du temps court, du temps de l'urgence, c'est-à-dire de valider le fait qu'on va
poursuivre dans l'immédiat, là du coup, notre soutien à la contre-offensive ukrainienne, parce qu'on voit qu'on est dans une impasse sur le terrain, voire l'armée ukrainienne a beaucoup de mal à faire face aux contre-attaques russes, et avec l'articulation donc du temps long, c'est-à-dire comment est-ce que nous envisageons notre future relation avec l'Ukraine. Et à défaut donc d'avoir une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en raison de la position allemande soutenue par Berlin, ce sur quoi on va insister, ce sont les fameuses garanties de sécurité. Là aussi, il n'y a pas vraiment un consensus, mais en gros, c'est comment, sur le long terme, appuyer l'armée ukrainienne sous forme de livraison d'armes, formation, on le voit, y compris de futurs pilotes ukrainiens des fameux F-16 américains, l'interopérabilité des forces ukrainiennes avec celle de l'OTAN, c'est très important, et d'où aussi l'importance de mettre en place ce conseil OTAN-Ukraine, qui est à la fois militairement et politiquement très important, parce que ça va permettre véritablement d'approfondir les liens entre l'Ukraine et l'Alliance Atlantique. On va revenir sur ce nouveau conseil OTAN-Ukraine et sur ses garanties de sécurité à partir de 8h20 avec vous deux, Gérard Araud et Alexandra de Hoop-Scheffer. Et l'on remercie Jean-Paul Paloméros qui a d'autres obligations radiophoniques. On vous retrouvera à 8h20. Et c'est aussi cet été, c'est les grandes traversées réalisées par Ludovic Piétenu, dont on écoute un extrait qui concerne aujourd'hui Angela Merkel. Ce soir où elle traverse pour la première fois le checkpoint, elle va boire des bières chez des inconnus, puisque tout le monde allait chez les uns, chez les autres. Et puis tout d'un coup, elle regarde sa montre, elle dit « Non mais il est tard, je dois me lever tôt demain pour être au laboratoire. » Et n'exprimant rien. Marion Van Rettergem, biographe. Et ce camarade me disait, qui était un chercheur en physique avec elle, me disait « Mais on était tous un peu saisis par cette frénésie ambiante, on n'était pas très à l'aise, on se rendait compte que on était différents, il fallait qu'on enregistre un peu toutes ces émotions. On n'était pas là à crier de joie. Il n'y a pas de plus grande rupture dans une vie que la chute d'un mur qui séparait un pays en deux et une ville en deux. Donc c'est quand même un bouleversement historique total et qui est un bouleversement dans sa vie personnelle aussi, puisque elle était destinée à la physique, elle avait commencé des études de physique, des recherches en physique, donc destinée à être une chercheuse, et une chercheuse plutôt compétente, reconnue dans la grande faculté des sciences d'Adlershof. Le mur tombe et une part de sa vie tombe. Grande traversée signée Ludovic Piétenu, réalisée par Thomas Duterre, consacré à Angela Merkel. Deuxième épisode aujourd'hui à partir de 9h, intitulé Libre. Merci beaucoup d'écouter France Culture, il est 8h. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Le sommet de l'OTAN se tient aujourd'hui et demain à Vilnius en Lituanie et on poursuit notre discussion avec Alexandra de Hoop-Scheffer, senior vice-présidente pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund of the United States, et avec Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux Nations Unies et aux États-Unis, auteur de « Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939 ». C'est paru en 2023 aux éditions Talendier. Et vous avez évoqué tout à l'heure, Alexandra de Hoop-Scheffer, les garanties de sécurité et la création prochaine, nouvelle, lors de ce conseil, d'un conseil OTAN-Ukraine. Quel est le but et l'ambition de ce conseil? Qu'est-ce qui pourrait permettre de résoudre? Ça permet vraiment d'institutionnaliser la relation entre l'Ukraine et l'OTAN. C'est-à-dire que l'Ukraine va pouvoir être à la table des discussions au sein de l'Alliance Atlantique au même niveau que les autres États membres de l'Alliance. Donc ça, c'est vraiment important. En cas aussi de gestion de crise, l'Ukraine peut convoquer une réunion d'urgence avec les alliés. Donc ça va lui permettre d'accéder à davantage de choses, à approfondir aussi l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de l'armée ukrainienne à pouvoir en fait se battre selon les standards de l'OTAN, et d'ailleurs c'est déjà plus ou moins le cas. Donc c'est vraiment un approfondissement de cette relation-là. Sur les garanties de sécurité, les Américains ont cette formule, ils parlent de la stratégie du porc épic, c'est-à-dire cette volonté en fait d'équiper l'armée ukrainienne des capacités suffisantes pour qu'elle puisse contenir, repousser l'armée russe. Et donc là, l'objectif, et on le voit déjà, il y a des annonces
annonce en amont du sommet de l'OTAN, bilatéral, des pays comme l'Allemagne, la Norvège, le Danemark et autres qui annoncent justement un renfort de ce soutien militaire à l'Ukraine. Donc ça, c'est important, mais dans le contexte américain, on en parlait au début de l'émission, l'aide militaire américaine à l'Ukraine devient de plus en plus un sujet politique à Washington et au sein du Congrès américain. Quand vous allez rencontrer des représentants du Congrès, des sénateurs républicains et même démocrates, ils vous font très vite comprendre qu'ils ne veulent pas s'engager à l'infini dans ce soutien à l'Ukraine. D'où la volonté aussi d'essayer de trouver une issue. Là, on n'y est absolument pas. Mais il y a une forme d'impatience. Et cette impatience, en fait, elle est aussi nourrie par le début de la campagne présidentielle 2024. Et ça explique aussi en grande partie la très grande prudence du président américain. C'est-à-dire qu'il ne veut pas montrer aux yeux de l'opinion publique américaine qui commence à questionner ce soutien indéfini américain à l'Ukraine, un pays qu'ils ne savent pas positionner sur une carte. Il commence à se dire, mais est-ce que on veut voir notre pays mettre ses milliards et milliards de dollars en Ukraine, plus de, je rappelle les chiffres, plus de 40 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Et 14 milliards d'euros seulement, entre guillemets, côté Union européenne et ses alliés. C'est ça, voilà. Donc il y a en fait une pression de plus en plus, on le voit, sur nous, Européens, pour qu'on partage davantage ce fardeau. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on s'organise au sein de l'Union européenne. La Pologne et l'Allemagne sont en train de coopérer pour la livraison des chars Léopard. Les Pays-Bas, avec le soutien du Danemark, du Royaume-Uni, sont en train de former les pilotes ukrainiens. Donc on voit qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une prise de conscience. Et pour moi, et je conclurai là-dessus, dans ce contexte de guerre russe en Ukraine, en fait, l'OTAN ne peut que s'européaniser. C'est-à-dire que les Européens vont devoir s'organiser, mieux se coordonner, c'est-à-dire ne pas juste dépenser plus en matière de défense, la fameuse cible des 2% du PIB en matière de dépenses militaires, mais c'est comment on les dépense et comment on s'organise ensemble pour renforcer notre base industrielle européenne notamment. Gérard Araud, vous sentez, vous aussi, que ce soutien militaire des États-Unis à l'Ukraine est de plus en plus fragile, que les Américains, au fond, craignent une guerre sans fin ? Oui, j'étais aux États-Unis, j'ai passé plusieurs semaines aux États-Unis où j'ai rencontré un certain nombre de responsables de l'administration. D'abord, il est très frappant lorsqu'on est aux États-Unis de voir à quel point les débats sont différents des débats en Europe. Comme je l'ai déjà dit, aux États-Unis, il y a beaucoup moins de confiance dans l'idée que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Et l'analyse de la plupart des spécialistes, c'est en effet le risque d'une guerre qui dure. Or, le risque d'une guerre qui dure, Alexandra l'a très justement souligné, c'est d'abord en termes humains et en termes de destruction, c'est atroce, évidemment, mais aussi en termes politiques pour l'administration américaine, parce qu'elle rentre en campagne électorale. Il y a tout le monde commence à penser à novembre 2024, et vous avez un candidat probable, Donald Trump, qui fait campagne sur le thème « Il faut se sortir de cette guerre », et d'ailleurs, si je suis élu, en 24 heures, j'y mettrai un terme. Vous avez également le sentiment chez les Américains qu'après tout c'est une guerre européenne et pourquoi c'est eux qui payent. Et donc, comme cela a été dit, les Américains ont donné 40 milliards déjà et ils ont un crédit de 50 milliards. Ils avaient voté, Et donc, ils vont atteindre à la fin de l'année, ils vont atteindre leur enveloppe. Et il est totalement, quasiment impossible de faire voter de nouveau, que le Congrès vote de nouveau une enveloppe de cette taille. Parce que désormais, les Républicains ont la majorité à la Chambre et parce qu'on est en campagne électorale et ça va être difficile dans les campagnes du Wisconsin ou de l'Ohio que le président américain dise je vais dépenser encore 50 milliards pour l'Ukraine. Et de nouveau, la question sera donc les Européens. Et donc, vous avez en effet, nous risquons d'avoir une pression très forte du côté européen pour prendre un peu le relais.
Et honnêtement, je me demande si les Européens ont les moyens de le faire. C'est un vrai sujet. Il y a moyen militaire, certainement pas. Moyens financiers. L'Union européenne n'a pas les moyens financiers de dépenser 50 milliards de dollars. On est en train de racler les fonds de tiroir. Cela veut dire, est-ce que les États eux-mêmes sont prêts à mettre la main dans la poche pour payer, pour atteindre de telles sommes? C'est un vrai sujet aussi de politique intérieure européenne. Et est-ce que c'est comme ça, au fond, qu'il faut comprendre aussi la position du président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, quand il exige des garanties de sécurité? C'est ça, au fond, c'est continuer à soutenir l'Ukraine malgré les difficultés financières qui s'annoncent? Garantie de sécurité, il y a l'aspect en effet militaire, mais il y a aussi un aspect politique. Parce que c'est assez l'aspect. Il peut y avoir, vous savez, il y a eu des discussions entre les Français, les Anglais, les Allemands, les Britanniques et même les Polonais sur l'idée que l'on pourrait donner une garantie de sécurité à l'Ukraine, c'est-à-dire une garantie de sécurité au sens du nous viendrons à votre secours si vous êtes attaqués, en dehors de l'OTAN. Et alors pourquoi? Parce que ça, c'est aussi une idée américaine. L'idée américaine, c'est de dire l'OTAN, c'est la provocation pour les Russes. Si vous dites que l'Ukraine doit rejoindre l'OTAN, les Russes n'ont aucune raison de négocier. C'est la ligne rouge. Voilà. Donc, mais en même temps, il faut quand même comprendre l'Ukraine. Et donc, on pourrait lui donner une garantie de sécurité, mais qui ne serait pas dans l'OTAN. Et donc, ce serait un moyen, finalement, de bien montrer aux Russes que c'est défensif et que l'OTAN, que les Russes voient comme une organisation à laquelle ils n'appartiennent pas à une alliance adverse, eh bien, ce serait, voilà, ils ne seraient pas dans l'OTAN. Donc, il y a aussi cette réflexion sur est-ce qu'on peut donner des garanties de sécurité sans que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Il y a toujours cette manière de penser américaine d'essayer de deviner quel pourrait être un compromis avec la Russie. L'autre grande actualité otanienne, si je puis dire, c'est l'intégration possible dans les semaines, les mois plutôt, les années qui viennent de la Suède à l'OTAN. Comment vous comprenez, Alexandra de Hoop-Scheffer, que la Turquie ait levé son veto? Écoutez, puisque je le rappelle, c'était le dernier pays qui s'opposait à l'intégration de la Suède à l'OTAN. Je pense qu'on a assisté une nouvelle fois à une diplomatie du chantage de la part d'Erdogan. Il est absolument brillant dans cet art de la diplomatie et il a réussi. Alors après, qu'est-ce qu'il a véritablement obtenu? Il y a quelques heures, il mettait dans la balance: je donnerai mon feu vert à l'adhésion de la Suède à l'Ukraine si on relance les négociations pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Voilà. Donc ça, il a sorti la dernière carte. C'est adhésion contre adhésion. Voilà, exactement. Vous me demandez le feu vert pour l'adhésion de la Suède. Moi, je vous demande de relancer les négociations. Bon, le langage qui a été obtenu avec Charles Michel est relativement vague. On va redynamiser les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Mais en fait, ce qui est un peu gênant dans cette stratégie, c'est qu'à chaque fois, on cède au chantage d'Erdogan. Et sur la question des réfugiés, sur la question de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Et tout ça parce qu'en fait, la Turquie fait partie de ces États pivots géopolitiquement parlant. On voit que dans le contexte de la guerre en Ukraine, elle joue un rôle très important en tant que puissance quasi médiatrice sur la question des céréales et autres. Et donc, on dépend de plus en plus de la Turquie et d'Erdogan dans la diplomatie de crise et la gestion de crise. Et pas seulement en Ukraine, on le voit aussi sur d'autres théâtres d'opération. Donc, ce qui nous met, nous, en fait, finalement, occidentaux, dans une position de vulnérabilité face à sa politique de chantage. Donc voilà, donc ça a été une négociation extrêmement dure à la turque qui a finalement abouti à ce que l'OTAN et les dirigeants occidentaux souhaitaient, c'est-à-dire avant le sommet de l'OTAN, une validation que la Suède allait adhérer à l'OTAN. Gérard Araud, qu'est-ce que le président turc, qu'est-ce que Erdogan avait au fond contre la Suède? On se demande, est-ce que c'était juste une pièce de chantage? Oui, moi je trouve que la diplomatie turque est remarquable. Moi je suis en tant que diplomate, j'admire ce que les Turcs ont réussi à se placer, parce que quand même, entre l'Ukraine et la Russie, c'est extraordinaire. Pour la Russie, c'est quand même l'ennemi traditionnel des Turcs. Les Turcs conservent de bonnes relations avec la Russie, tout en apportant un soutien important, y compris en termes militaires, à l'Ukraine. Ils réussissent à négocier l'accord sur l'exportation des céréales d'Ukraine. Ils jouent sur tous les tableaux en même temps.
moment, les Américains, je pense par exemple qu'en échange de l'ouverture de la mission de la Suède à l'OTAN, ils doivent avoir obtenu des choses des Américains en termes de F-16, parce que c'était une de leurs demandes d'acheter des F-16 et de moderniser aussi certains de leurs avions. C'est-à-dire, c'est une diplomatie absolument décomplexée, à l'ancienne, qui pratique le chantage, qui utilise tous ces instruments, qui ne le fait pas de manière particulièrement élégante, hein, mais bon, l'élégance c'était l'époque de Talleyrand, hein, c'est l'époque de Talleyrand, on a dépassé ça, et moi je dis bravo, hein, bravo aux Turcs. Cela étant, sur l'admission à l'Union européenne, en réalité ils n'ont rien obtenu. Vous pensez bien, l'admission de la Turquie à l'Union européenne, c'est quelque chose qui est totalement, pour des raisons évidentes, absolument exclu, mais ça va lui permettre, vis-à-vis de sa propre population, de dire voilà, j'ai fait une fois de plus, les Européens ont canné, ils ont accepté, j'ai gagné. Non, vraiment. La Turquie, vous avez tout à fait raison, Alexandra a raison, la Turquie est dans une position de pivot, nous avons besoin d'elle, les Russes ont besoin d'elle, les Ukrainiens ont besoin d'elle, eh bien elle joue de tout cela, et comme je l'ai dit, avec un certain cynisme et avec une certaine efficacité. Un mot, Gérard Araud, sur la Chine que vous évoquez tout à l'heure, ce sera l'un des grands sujets du sommet de l'OTAN qui se tient actuellement en Lituanie, en tout cas un sujet non dit. Quel est le but ? Le but, est-ce que c'est de clarifier les relations entre l'OTAN et la Chine et la position stratégique de l'OTAN sur ce sujet ? Alors, comme vous le savez, de ce point de vue-là, la France, le président de la République a refusé la création d'un bureau de l'OTAN à Tokyo. Parce que, dit-il, il a rappelé, et c'est vrai que l'Alliance Atlantique, c'est comme le nom l'indique, c'est l'Alliance Atlantique, que ce n'est pas du tout dans la zone de compétence de l'Alliance Atlantique, qui est définie par le tropique du Cancer dans le traité de l'Alliance Atlantique. Au fond, l'inquiétude d'Emmanuel Macron, mais je pense que derrière lui, les Allemands partagent tout à fait cette inquiétude, c'est qu'en gros, un certain nombre de nos alliés, notamment l'Europe de l'Est, disent les Américains nous soutiennent face à la Russie, eh bien, nous, on doit soutenir les Américains face à la Chine. Et ça, un certain nombre de pays européens disent attendez, nous sommes à l'évidence plus proches des États-Unis que de la Chine, mais nous n'allons pas nous embringuer dans une alliance anti-chinoise. Donc là, il y a un côté symbolique. Le bureau à Tokyo, ça aurait été deux clampins qui auraient joué au golf. Ça aurait été une provocation. Ça aurait été, voilà, en gros, c'était symboliquement, on bloque ça pour envoyer le message inverse que voulait envoyer ce bureau. Et donc là, il y a le problème de la relation entre l'Europe et la Chine, et ça va être un problème pour les semaines, les mois qui viennent. Hein. C'est vraiment comment ne pas être pris entre le marteau américain et l'enclume chinoise. Alexandra de Hoopscheffer. Oui, c'est ça. En fait, il y a une forme de remarchandage du lien transatlantique sous fond de compétition entre les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire que de plus en plus dans les dialogues transatlantiques, les Américains vous font très vite comprendre on est là, on vous a sauvé face à la Russie parce que vous êtes incapable de vous protéger vous-même et d'assurer la défense de votre continent. Mais en échange, on va vous demander de vous aligner sur la position américaine face à la Chine. Et donc les pays qui effectivement ont un lien existentiel à la garantie de sécurité américaine, notamment ceux sur le front Est, se plient en fait à cette pression américaine. La France, on l'a vu à plusieurs reprises, résiste. Elle se dit l'Europe a aussi ses propres intérêts par rapport à la Chine, à sa propre voie, et donc de facto ne s'alignera pas sur la posture américaine qui devient de plus en plus dans les faits escalatoire. Et dans le cadre de la campagne présidentielle américaine, on voit que la Chine va être un vrai sujet, c'est-à-dire entre les républicains et démocrates, c'est qui va se montrer en fait le plus ferme face à la Chine. C'est ça, c'est devenu en fait un sujet à la fois de politique étrangère américaine et de politique intérieure américaine. Et quand on touche à la politique intérieure américaine, là vous comprenez que vous avez très peu de marge de manœuvre. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandra de Hoopscheffer et Gérard Araud, d'être venus décrypter pour nous au micro des matins d'été de France Culture le sommet de l'OTAN qui se tient aujourd'hui et demain en Lituanie.